Donc je continue mes promenades. J'étais récemment à Barcelone, ce qui m'a permis de vous présenter Lydia Cusco. Et là, j'étais à Casablanca. À Casablanca, j'ai rencontré Cots Chaba, qui est journaliste et qui avait pris contact avec moi il y a très longtemps parce qu'elle avait lu Les Pervers Narcissiques. Par la suite, nous nous étions rencontrés. Ensuite, on avait fait déjà une émission radio ensemble. Voilà. On écoute le témoignage de Cots et on se retrouve tout de suite après. Donc après Barcelone, me voilà à Casablanca. Et je ne pouvais pas venir à Casa sans rencontrer et vous présenter Cots. Bonsoir. Keifar Khar Cots. Je vais bien, alhamdoulilah, je vais bien. Donc avec Cots, ça fait de nombreuses années qu'on se connaît. Je disais, on en discutait juste avant, près de 10 ans. En tout cas, il y a pas loin de 10 ans, Cots s'était adressé à moi sur les réseaux sociaux, Oui. Au sujet des pervers narcissiques. Et Ça. puis ensuite, nous avions pris rendez-vous, nous étions rencontrés à Essaouira Oui. pendant le festival Gnawi. Oui. Et puis là, donc je viens... de Saouira. Exactement. Et donc là, je suis à Casablanca. Je ne pouvais pas venir sans te rencontrer. C'est Cots. gentil, ça me fait plaisir. Je suis contente de te revoir, de te retrouver. Alhamdoulilah. Et alors dis-moi, comment ça s'était passé à l'époque? Pourquoi est-ce que tu t'étais intéressé aux pervers narcissiques? Alors, je me suis intéressée aux pervers narcissiques grâce à celui que je considère être mon professeur de vie, on va dire, parce que c'est celui, il va se reconnaître à travers cette vidéo. Il m'avait parlé des personnalités, il m'avait sensibilisé à l'estime de soi, à beaucoup de sujets se rapportant à la psychologie et au développement personnel. Et ça m'avait beaucoup aidé à dépasser beaucoup de choses. Et parmi les sujets qu'on discutait ensemble, c'est celui de la personnalité perverse narcissique. Ouais. Parce que toi, tu avais été confronté à quelqu'un de pervers narcissique? Je n'étais pas confrontée à l'époque, j'ai été confrontée par la suite. D'accord. Ou peut-être j'ai été confrontée, mais je ne savais pas que c'était des pervers narcissiques. Ouais. Mais j'ai commencé à faire attention après avoir eu, on va dire, quelques connaissances à travers cette personne que j'ai citée et qui m'avait à l'époque offert le livre sur le harcèlement moral de Marie-France Irigoyen. Et après j'ai lu ce livre, après j'ai cherché à avoir davantage d'informations. Et c'est là que je suis tombée sur ton livre. Les pervers narcissiques. Sur les pervers narcissiques. Ouais. Et c'est là où j'avais pris contact avec toi et j'avais acheté, je suis partie acheter le livre et je l'avais lu. Et je continue jusqu'à présent à m'intéresser à ce sujet sans vraiment faire, on va dire, sans trop m'approfondir parce que je sais pas, ça c'est peut-être une opinion personnelle. Parce qu'en fait, on n'en finit jamais, on croit savoir en fait tout sur les pervers narcissiques, mais en fait, Oui. on découvre toujours de nouvelles choses. On se fait toujours, on va dire, entre guillemets, avoir. Ouais, d'accord. Et donc, c'est comme si c'était une façon à moi de me protéger, d'éviter de me mettre cette idée justement que je viens de dire dans ma tête, pour me protéger et pour savoir mieux, on va dire, me comporter. Donc ton objectif, Voilà. c'était de lire les pervers narcissiques pour apprendre à les reconnaître, pour pouvoir te protéger. Me protéger et pour savoir comment me comporter avec eux. Bien sûr. Parce qu'en fait, on croit savoir comment, mais on se trompe souvent. Et souvent, c'est en fait, là aussi, je vais citer une phrase, c'est que justement, mon ami, mon professeur m'a dit que les choses les plus simples sont ceux qui produisent les plus grands effets. Ouais. Et souvent, il faut simplifier parce que quand on a trop d'informations, on ne va pas droit au but. Oui, Donc, d'accord. il faut souvent simplifier. Et justement, ton livre, il est dans cette démarche-là. Oui. Il simplifie. Parce que c'est pour aider à être beaucoup dans l'approche
de vie de tous les jours, de proximité. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose à laquelle on va avoir affaire. Peut-être tous les jours, peut-être, je ne sais pas, dans tous les endroits, c'est-à-dire au travail, dans notre vie privée, dans nos relations, en fait. Alors, depuis, j'ai écrit d'autres ouvrages, et notamment un qui s'intitule « Les violences invisibles ». Je t'en ai apporté un exemplaire que je te donnerai tout à l'heure. Et justement, dans les violences invisibles, je reviens sur ce thème, et je dis c'est important à un moment donné de comprendre qu'on a affaire à quelqu'un de pervers narcissique. Donc de comprendre bien la théorie, c'est intéressant de l'étudier, mais à un moment donné, c'est important, comme tu dis, de simplifier les choses et de se poser la question, mais moi, qu'est-ce que je veux ? Le pervers narcissique t'oblige à te tourner vers la mort, on peut le dire comme ça. La solution, c'est se tourner vers la vie. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qui te fait envie ? Et toi, j'ai oublié de le dire en te présentant tout à l'heure, je m'en excuse, tu es journaliste. Une autre chose qu'on avait fait ensemble, tu m'avais interviewé à l'époque sur les attentats. Oui, tu te souviens exactement. Hein? On avait donc pour 360.ma. Exactement. On a parlé de ce sujet. Là, toujours, on cherche à savoir, nous, en tant que journalistes, quel est l'impact de tel événement, de telle catastrophe, de tel attentat, de tel sur l'être humain, sur la vie de tous les jours, sur son... D'accord. Donc en partant de ce principe, je peux sembler un peu paradoxal, j'ai envie de dire aux gens, intéressez-vous à ce que c'est qu'un pervers narcissique pour voir si vous n'êtes pas entouré par quelqu'un qui vous fait du mal, mais une fois que vous avez compris, désintéressez-vous du pervers narcissique. Sinon, on va faire de l'autre le sujet de notre propre histoire. L'autre m'a fait ci, l'autre m'a fait ça, comment est-ce qu'il fonctionne, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, stop. À un moment donné, comment est-ce que vous pouvez vous tourner vers la vie, comment est-ce que... Oui, c'est ça, être soi-même dans la vie. C'est pour ça, j'ai dit tout à l'heure, j'ai arrêté de m'intéresser quand j'ai eu suffisamment d'informations selon moi, c'est-à-dire sur la chose. Oui. Donc j'ai arrêté parce que c'est justement pour continuer à avoir l'essentiel, c'est parce que finalement il faut aller vers l'essentiel, parce que justement le pervers narcissique, il ne faut pas lui donner trop d'arguments. Oui. C'est-à-dire souvent on te dit, si il te dit un truc, en fait, tout ce qu'il veut lui, c'est que tu sois dans son emprise, entre ses mains. Oui, c'est ça, ouais. L'emprise. Donc en fait, poser des questions, n'être pas dans le justificatif, ne poser jamais des questions se justifier. à un tiers, à ton ami médecin, au livre Les pervers narcissiques ou Les violences invisibles, mais pas à la personne qui te fait du mal, parce que sinon lui il va t'embobiner et te ramener dans son problème. Mais ne jamais se justifier face à un pervers narcissique. Et même dans sa vie, on n'a pas tellement à se justifier. Hein. Tu sais, alors on se trompe, on se trompe un jour. On va faire de la peine à quelqu'un, on peut lui demander pardon, on peut se justifier en disant écoute j'étais fatigué, etc. Mais a priori dans la vie de tous les jours, on a très peu à justifier. Parce qu'il va l'utiliser contre toi. Toujours. Mais le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, mais moi c'est une idée que je viens d'avoir tout de suite, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, c'est le sujet justement aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a de plus en plus tendance à l'individualisme, à être des individualistes et à pousser un peu, on va dire, la mégalomanie ou je ne sais pas, voilà, justement, le fait de se donner beaucoup trop d'importance. Donc ça, comme si des fois on peut croire que c'est de la perversion narcissique. Mais justement, comme tu as dit tout à l'heure, c'est peut-être dangereux pas dangereux, mais peut-être c'est risqué parce qu'il y a cette tendance aujourd'hui à faire des diagnostics, des sortes de diagnostics rapides sur les gens, sur les personnes. Ah, tel c'est un bipolaire, tel c'est un pervers narcissique, tel c'est je sais pas quoi. Mais on est qui, nous, pour dire ça, je veux dire. Ouais, ce qui est important, c'est pas tellement de poser un diagnostic, c'est de comprendre je suis bien ou je suis pas bien dans la relation. Si je suis pas thérapeute, je peux dire à l'autre écoute, moi je me sens pas bien, va te faire soigner. Et s'il refuse, donc la relation n'est pas possible. C'est ça aussi que les victimes n'entendent pas. Parce que quand tu poses un diagnostic, quand tu veux soigner l'autre, tu ne sors pas de la relation. Et parfois, c'est ce qui est nécessaire. Sortir tout simplement de la relation. Ou alors, l'autre prend conscience. Parce que le point clé dans la perversion narcissique, c'est le déni. C'est-à-dire, si tu dis à l'autre, tu vas pas bien et moi je risque de partir, s'il n'est pas pervers, il va t'entendre. S'il est pervers, il va dire non, c'est de ta faute. À partir de là, c'est pas la peine d'insister, ça ira pas plus loin. Donc c'est important, sûrement pas de poser un diagnostic, mais de s'interroger, est-ce que je suis bien ou pas bien dans cette relation? Est-ce que j'ai envie qu'elle continue comme ça? Parce que moi parfois des gens me disent, j'aimerais bien rester avec l'autre s'il changeait. Et moi je leur réponds, si vous attendez qu'il change, c'est que vous ne l'aimez pas.
Vous aimeriez celui qu'il serait s'il avait changé. Exactement. Tu vois. Voilà. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Non, on ne pose pas de diagnostic, mais quand même, on se fie à son propre ressenti. On a envie de dire l'autre est pervers, ça veut dire tout simplement, je l'aime pas. Si je l'aime pas, je reste pas dans ces parages. Si je peux, parce que tu l'as dit tout à l'heure, ça arrive aussi au travail, et parfois on ne peut pas partir. Parfois on ne peut pas partir, voilà. Quand c'est au travail, il faut trouver moyen justement de faire avec quelque part, sans que ça tourne, on va dire, à la culpabilité. Parce que je pense personnellement que le problème avec les victimes, c'est-à-dire là où ça va pas, c'est quand ils sont carrément dans leur propre culpabilisation, eux, il se passe que l'autre, c'est la faute de l'autre. Donc nous, celui qui est, on va dire, victime de la perversion narcissique, ou du pervers plutôt narcissique, il se dit oui, peut-être qu'il a raison, ouais, je suis pas bien, je suis pas assez ça. Donc en fait, on se culpabilise et on se culpabilise pour beaucoup de choses dans plusieurs situations dans la vie, pas seulement quand on est confronté à un pervers narcissique. Oui. Donc l'idée c'est de se renforcer soi-même, je pense, et renforcer son estime et l'image qu'on a de nous-mêmes, afin d'avoir suffisamment d'outils, on va dire, ou suffisamment, on va dire, lucide pour que la lucidité personnelle soit, on va dire, réveillée, qu'elle soit pas endormie, pour savoir comment se comporter le mieux avec le pervers narcissique. Paradoxalement, renforcer son image, l'image de soi, commence par se désidéaliser soi-même. Voilà. On pourrait penser, il faut que je sois meilleur pour avoir une meilleure estime de moi. Pas du tout. Il faut que je m'accepte tel que je suis, donc que je me désidéalise. Parce que ce que tu as appelé culpabilité, c'est pas de la culpabilité. Si tu as de la culpabilité parce que tu es coupable, tu vas voir la personne que tu as blessée, tu payes le prix à payer. Si tu as embouti sa voiture, tu payes la réparation. Si tu lui as marché sur les pieds, tu lui demandes pardon, tu lui offres un bouquet de fleurs. Et après, tu n'es plus coupable. Or, cette culpabilité dont on parle, c'est une culpabilité latente, qui n'évolue pas. Et en fait, c'est pas une culpabilité, c'est une angoisse d'abandon. Si je ne suis pas la personne idéale que je devrais être, les gens que j'aimerais bien qu'ils me gardent, mon patron, mon parent, mon conjoint, vont m'abandonner. Donc peut-être ceux qui sont dans l'angoisse d'abandon, vu leur situation, leur expérience personnelle, leur vécu, etc., sont plus aptes à être des proies aux pervers narcissiques. Oui. Ceux qui sont fragiles. Ceux qui ont une faille narcissique, c'est-à-dire un manque de confiance en soi. Mais on répare un manque de confiance en soi en commençant par se désidéaliser. Exactement. Et souvent, on ne va pas trop rentrer dans la technique psychanalytique, pour pouvoir se désidéaliser soi-même, il faut avoir désidéalisé ses parents. C'est-à-dire que si on est en posture d'enfant face à des adultes formidables, on se rend compte que mes parents, ils avaient des failles, ils ont fait ce qu'ils ont pu, même s'ils ont mal fait. Et en fait, Freud disait il faut tuer son père. Il n'allait pas par quatre chemins. Tu vois. Et quand j'ai désidéalisé mes parents, je peux me désidéaliser moi-même. Tu es un enfant, mais tu remarqueras que si un jour tu te trompes, l'enfant il est ravi. Il va dire oh maman, mais tu t'es trompé. Pourquoi est-ce qu'il est ravi? Parce que ça le rassure. Si tu t'es trompé et que c'est pas si grave, moi aussi je peux me tromper et c'est pas si grave, tu vois. Et c'est là où on renforce son narcissisme. C'est pas en pensant qu'on se trompe jamais. Au contraire. C'est vrai. Au contraire. C'est en acceptant que nous sommes faillibles, mortels, avec des défauts, puis des qualités bien évidemment. Oui, mais l'acceptation justement c'est un processus difficile. C'est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire que des fois on a l'impression qu'on refuse d'être dans l'acceptation. Comme si c'était, une absence de volonté, par paresse, par peur, par angoisse, plusieurs raisons qui viennent faire que ce processus, qui finalement, quand on y pense, c'est facile parce que c'est positif. Mais pourquoi est-ce que l'être humain a tendance à aller vers les choses qui sont complexes, qui sont dures, qui sont... Pourquoi? Alors que c'est facile. Oui, je suis d'accord avec toi. Se tourner vers la vie, c'est simple. En plus, à Casa, vous avez la chance d'être au bord de l'Atlantique. Regarder un coucher de soleil, c'est la meilleure thérapie du monde. Parce qu'à ce moment-là, face au soleil, face à la beauté, ni je suis important, ni je suis pas important, ni le soleil... Tu vois, la notion même de grand, de petit, de faillible disparaît. Oui.
Et moi, j'ai envie de poser une question Oui. à propos des épreuves de la vie que vivent les pervers narcissiques qui ne sont pas sortis de l'emprise de pervers narcissiques. C'est-à-dire, imaginons une victime d'un pervers narcissique qui vit une épreuve qui n'a rien à voir avec, ou qui n'est pas en lien direct avec sa relation, qui est perverse, et qui a du mal, justement. Comment elle fait? C'est-à-dire que parce que tu es avec quelqu'un de pervers narcissique qui sans cesse te rabaisse, tu deviens plus fragile et tu peux avoir plus de difficultés à supporter une... Oui, bien sûr. Et donc, que faire? Eh ben, déjà prendre de la distance vis-à-vis de son pervers le plus possible. Alors la distance elle est physique si on peut, hein, si c'est un conjoint on le quitte, si c'est des parents on va moins les voir, si c'est un employeur c'est plus complexe, mais la vraie distance elle n'est pas dans les kilomètres, hein. La vraie distance elle se prend à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai compris comment l'autre fonctionne et que j'accorde moins de crédit à ce qu'il dit et puis que je suis plus, que je me suis désidéalisé comme je disais tout à l'heure, à un moment donné il va me dire tu es un imbécile, je vais lui dire ouais t'as raison. Et ça tombe à plat, je veux dire il n'a pas trouvé de prise. Tu vois, alors que s'il me dit tu es un imbécile et que je m'effondre en disant mon Dieu je vais être abandonné, c'est là où il est fort. Donc le travail à faire est un travail sur soi toujours. Hein. Oui. C'est-à-dire prendre de la distance par rapport à l'affect du mot. Finalement le mot. Et le mot il a souvent, et c'est une façon de, c'est aussi il faut apprendre peut-être selon moi d'après ce que tu viens de dire, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut prendre de la distance par rapport aux émotions qui sont traduites par les mots. C'est-à-dire le mot quand on le voit sans émotion, c'est un mot. Mais quand on y met des émotions, des souvenirs, des choses, ça devient autre chose. Donc ce qui fait qu'il faut prendre de la distance. Il y a un proverbe arabe qui dit « La beauté est dans l'œil de celui qui regarde ». Et on pourrait compléter en disant « La laideur est aussi dans l'œil de celui qui regarde ». C'est-à-dire si on me dit « Tu es un imbécile », je dis « Waouh, c'est super beau ce que tu viens de me dire, je suis content, merci ». Mon pervers, il va penser que je suis fou, mais ça c'est pas grave. Tu vois? Et c'est là, c'est parce que je me suis désidéalisé que je peux accepter ça. Parce que je peux être très bête aussi parfois. Tu vois? Là j'arrive à Casa, j'ai oublié la moitié de mes affaires. Bon, je peux être très bête aussi. Donc si l'autre me dit tu es bête, mais je sais que c'est une vérité. Je sais que c'est pas l'unique vérité, mais je sais que ça fait pas. Que j'ai ce côté un peu bêta. Voilà. Je m'aurais vu tout à l'heure courir après les taxis à Casa. J'ai mis une demi-heure pour trouver un taxi. Je ne devais pas avoir l'air malin au bord de la route. C'est pas grave. C'est une déconstruction en fait. Oui. C'est une sorte de désidéalisation de tout finalement. Et c'est comme si on acceptait finalement de tout déconstruire. Parce qu'à un moment donné, de toutes les manières, la vie elle est faite de plusieurs, on va dire, phases. Oui, c'est important de le comprendre ça. Et donc ce qui fait qu'à un moment donné, de toutes les manières, avec cette relation ou sans cette relation, les choses vont se déconstruire, elles vont changer. Il est possible, beaucoup de personnes me disent, après une relation avec quelqu'un de pervers narcissique, après m'être reconstruit, j'en suis ressorti grandi, mais on a besoin parfois de ces épreuves pour grandir. Faut pas non plus complètement les éviter, il faut rentrer dedans pour en sortir grandi. Exactement. Mais il faut pas s'y complaire. Exact. Faut pas y rester quoi. Pas y rester. Faut arriver à comprendre ce qu'on avait à comprendre dans la crise, mais à un moment donné, tu t'intéresses au voyage du héros, tu sais? Ouais, le héros il arrive dans une plaine verdoyante, il fait beau, il y a des elfes, c'est magnifique, et il est heureux d'être là. Puis à un moment donné, il doit rentrer dans une forêt, et dans cette forêt il y a de vilaines araignées, enfin je sais pas si c'était ce que je disais quand j'étais gamin. Et ben ça fait partie de son chemin, il doit rentrer dans la forêt sombre, se combattre les araignées pour en ressortir ensuite. Faut pas faire marche arrière. Toujours quand on a une épreuve, comprendre qu'est-ce que l'épreuve est venue nous apprendre. Nous enseigner. À ce moment-là, on rentre donc dans un chemin qui peut même être, si ça vous intéresse, un chemin spirituel. Oui. Mais elle nous enseigne souvent ce qui nous est enseigné par les épreuves sont douloureuses parce qu'on a tendance en tant qu'être humain à voir d'abord les choses négatives et ça personnellement j'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que à mon avis, pour pas être trop péremptoire, on a appris à vivre par rapport à nos besoins. En tout cas c'était ce que disait Freud, boire, manger. Le nourrisson s'il boit pas, s'il mange pas, il meurt. Et donc c'est ça la vie, c'est quoi la vie? C'est boire, manger. Et puis à un moment donné, il est proposé de passer à un stade supérieur, donc d'abandonner le précédent. Et ça c'est terrifiant.
C'est terrifiant. Tu vois. Après, on va découvrir la sexualité. C'est comme ça qu'on peut faire des enfants. Alors, on s'accroche à cette sexualité. Et tu as des gens, moi je recevais quelqu'un qui a 80 ans récemment, qui disait mais c'est terrible, j'arrive plus à avoir de sexualité. Mais peut-être question de passer à autre chose. Peut-être que tu as un nouveau stade qui t'attend. Tu vois. Et on reste attaché à nos fonctionnements précédents qui sont plus forcément d'actualité. Donc il faut accepter et il faut comprendre d'abord et accepter, prendre conscience qu'en fait la vie ce sont des segments, elle se fait par segments. Ce sont des étapes. Ce sont des étapes. Et donc chaque étape doit être vécue avec ses... Et accepter, et c'est un deuil permanent. Si on le regarde d'un point de vue négatif, c'est qu'on abandonne l'ancien fonctionnement. Voilà. Mais il y avait, c'était Françoise Dolto, elle donnait l'exemple du homard. Tu vois, le homard, il a une carapace. Tant qu'il est dans sa carapace, il est invincible. Hein, on ne peut pas l'attaquer parce que c'est une grosse carapace très dure. Mais il grandit à l'intérieur de sa carapace. Et à un moment donné, la carapace, elle est trop petite. Donc, il va se cacher sous un rocher. Il abandonne sa carapace, c'est la mue. Mais il reste caché parce que là, par contre, il est extrêmement fragile. Le temps qu'une nouvelle carapace se fasse autour de lui. Tu vois, une carapace plus grande. Et là, il peut ressortir et revivre sa vie de homard. Elle donnait cet exemple, Dolto, en disant mais nous, dans notre société, quand nous nous sentons étriqués, quand nous sommes angoissés, nous prenons des antidépresseurs. Donc imagine si le homard prenait des antidépresseurs ou un médicament quelconque, eh ben, il ne ferait jamais sa mue. Voilà. Donc muer, c'est passer à un stade supérieur, ça s'apparente à un deuil, c'est pas très facile à vivre, mais c'est passionnant. Et aussi. Donc j'ai coupé cette vidéo en deux parce qu'elle aurait été trop longue et puis aussi parce que nous changeons de conversation. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Coach Chaba très rapidement. Et puis une autre dont je vous ferai cadeau qui sera un petit peu hors sujet, mes balades dans Casablanca. Voilà, à bientôt. Au revoir.